Aujourd'hui, c'est Madame Duguay, PDG du CIUS de la Gaspésie, Dr Bonnie Vigé, directeur régional de la santé publique Gaspésie et de la Madeleine qui vont prendre la parole. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Duguay. Oui, merci Madame Janson. D'abord, merci à vous d'être présent aujourd'hui et bonjour. Nous tenions, le CIUS de la Gaspésie, à vous informer des derniers dénouements qui touchent notre population gaspésienne. Tout d'abord, je remercie la population de participer de façon active aux mesures que le gouvernement met en place. Tous les jours, on constate les efforts que vous faites afin de contenir la propagation de la COVID-19. Ceci dit, nos efforts doivent continuer afin de contenir le plus possible la courbe épidémiologique et par le fait même d'assurer les soins sécuritaires à la population. J'en profite d'ailleurs pour remercier de tout cœur l'ensemble de notre personnel, les médecins également, qui donnent leur 150% chaque jour afin de prodiguer des soins sécuritaires aux Gaspésiens et Gaspésiennes. Nous sommes au front de cette bataille et demandons à la population de demeurer chez elle. Nous sommes conscients que c'est un grand défi, mais j'ai confiance en la population gaspésienne. Au cours des dernières semaines, nous avons mis en place des mesures afin de protéger notre personnel et protéger notre population. Chaque jour, notre travail apporte des résultats et nous demeurons convaincus que ces efforts nous permettront de traverser cette crise de santé sanitaire. Comme vous le savez tous, hier, la vice-première ministre du Québec a annoncé que 8 régions seraient maintenant, dont la Gaspésie, sera maintenant, des régions sanitaires qui seront exclues du reste du Québec. D'ailleurs, je passerai la parole au Dr Bonnie Vigé qui vous expliquera les détails de l'arrêté ministériel daté d'hier pour la fermeture de la région. Merci. Dr Bonnie Vigé. Oui, merci. Bonjour. Peut-être dans un premier temps, j'aimerais revenir sur la raison d'être de cet arrêté ministériel. En fait, ce qui se passe, c'est que si on regarde le développement de l'épidémie au Québec, on sait qu'on a 18 régions sanitaires au Québec et dans 10 régions, l'épidémie a commencé à se transmettre à l'intérieur de ces mêmes régions-là. Et tandis que dans les 8 autres régions, l'épidémiologie semble différente, les cas semblent importés. Si on regarde les chiffres, il y a 74 cas confirmés pour les 8 régions qui sont concernées par l'arrêté ministériel, alors qu'on en a 2424 dans les 10 autres régions. Donc, juste la comparaison entre ces deux chiffres-là nous donne une belle image de la différence qui existe entre ces deux réalités-là que nous vivons simultanément au Québec actuellement. Donc, comme stratégie de protection d'une part des populations, on utilise un petit peu ce que les pompiers connaissent bien. Quand on a un foyer intense de feu, on essaie bien sûr de l'éteindre, mais on s'organise pour que le feu ne se répande pas ailleurs en créant une espèce de barrière de protection, ce qu'on appelle des pare-feux entre le foyer principal et les autres bâtiments à l'extérieur. Donc, c'est un petit peu la même chose qui est demandée par l'arrêté ministériel ici. En fait, les seules personnes maintenant qui pourront circuler dans les régions, les 8 régions, sont les personnes qui y ont leur résidence principale. Donc, c'est le principe de base. Chaque personne qui a une résidence principale dans ces régions-là a tout à fait accès à cette région-là, mais pas les autres. Alors, évidemment, il y a plusieurs exceptions que je vais énumérer. Mais dans un premier temps, quelqu'un qui a sa résidence principale en Gaspésie,
qui est à l'extérieur de la région de la Gaspésie actuellement, dans une des 10 autres régions exclues de cet arrêté ministériel, et qui veut y revenir pour s'installer, pour y rester, elle peut le faire, mais elle devra se mettre en isolement 14 jours, tout comme si elle revenait d'un pays étranger. Alors, la logique qui s'appliquait pour les voyageurs s'applique maintenant pour les personnes qui reviennent d'une région qui ne fait pas partie des régions qui sont énoncées dans l'arrêté ministériel. Les personnes qui transportent des biens dans les régions en question, pour leur permettre la continuité de l'offre de service, on leur permet aussi de rentrer dans les régions. Donc, on réfère à toutes les activités essentielles qui ont déjà été déterminées et qu'on peut retrouver là sur le site de québec.ca. Il y a aussi évidemment des déplacements qui peuvent survenir pour des fins humanitaires. Alors aussi, ces déplacements-là seront permis. Et il y aura probablement il y aura des instructions qui seront données à ces personnes pour s'assurer qu'elles ne contaminent pas les communautés dans lesquelles elles vont venir et pour qu'elles puissent quand même vaquer à leurs activités pour des fins humanitaires. Il y a des travailleurs de la santé, des travailleuses de la santé qui devront venir nous donner un coup de main. Alors, eux aussi auront des restrictions tout de même qui sont déjà prévues par le Comité des infections nosocomiales du Québec pour éviter que des travailleurs de la santé d'une région qui n'est pas dans les 8 régions nommées, s'il vient travailler dans une de ces régions-là, mais qui ne transporte pas le virus avec lui, ou que s'il l'a, on puisse l'isoler de telle sorte qu'elle ne transmette pas ce virus-là, c'est ce qui est important. En fait, les gens qui ont aussi des activités prioritaires à venir faire, on peut des services essentiels qui doivent être donnés dans la région. On peut penser à un bris électrique important, ça demande un ingénieur spécialisé d'Hydro-Québec. On ne pourra pas le mettre en quarantaine, c'est sûr, mais il y aura des recommandations qui seront faites pour ces travailleurs-là aussi, pour qu'ils puissent effectuer leur travail dès leur arrivée, mais que les autres conditions de vie ne viennent pas contaminer la communauté dans laquelle ils travaillent. Même, évidemment, pour la question de la justice, les choses ne peuvent pas se faire à distance, ça sera la même chose. Et puis finalement, étant donné que ces 8 régions-là vivent la même épidémiologie, donc pour l'instant, toutes les restrictions que je vous ai mentionnées pour les gens qui viennent des autres régions ne s'appliquent pas aux gens qui viennent des 8 régions en question. Alors, évidemment, malgré tout ce qu'on a dit, toute personne qui a des symptômes de la COVID, que ce soit de la toux, des difficultés respiratoires, de la fièvre ou une perte subite de l'odorat, toutes ces personnes-là, malheureusement, ne pourront pas venir sur le territoire, quelles que soient les raisons. Alors, tous les cas humanitaires, évidemment, seront toujours regardés cas par cas, mais de façon générale, les personnes qui ont les moindres symptômes de la COVID ne doivent pas voyager. Et ça devrait être la même chose à l'intérieur de leur propre région d'ailleurs. Je pense que c'est une mesure que l'on se doit maintenant de nous appliquer tous, quel que soit l'endroit où on réside au Québec. D'accord. Michel Morin de Radio CHNC. Je voulais savoir, je vais être bien sûr d'avoir bien compris, vous me dites qu'il y a 8 régions confinées, dont la Gaspésie, et on laisse entrer ici les 7 autres régions qui sont confinées peuvent venir ici sans problème. J'ai bien compris? Les déplacements sont toujours des déplacements essentiels. Quand on dit sans problème, c'est pas tout à fait exact, c'est sans être mis en confinement, sans être mis en isolement. Donc, si on avait besoin d'un travailleur essentiel, je sais pas moi, en alimentation ou quelque chose comme ça,
il pourrait venir une de ces 8 régions-là sans être mis en confinement. S'il venait d'une autre région, il pourrait faire probablement son travail puisque ça serait essentiel et probablement critique. Mais on lui demanderait, par exemple, je donne un exemple, là, c'est pas une règle, mais parce que ça reste à établir. Mais un exemple, c'est que, par exemple, la personne vient, rend son service, le soir, elle doit vivre dans un logement isolé et puis revenir donner la suite de son service le lendemain, retourner dans son logement isolé, etc., puis retourner. Ça serait le cas d'une personne qui ne serait pas des 8 régions, tandis que quelqu'un qui vient d'une région qui est dénommée, mais étant donné qu'il n'y a pas le risque de contamination qu'il y a dans les autres régions, lui, il pourrait donner son service, s'il avait de la parenté à côté, il pourrait aller dans la parenté puis revenir continuer son service, etc. C'est ça la différence entre les deux, c'est la notion d'isolement qu'on n'exige pas pour toutes les régions qui ont la même épidémiologie. C'est pas... Bonjour, Mme Duguay. Bonjour, M. Bonivier. Qui gère les points de contrôle et puis est-ce qu'il y a des points de contrôle d'installer entre les régions administratives qui, malgré qu'on puisse continuer à circuler à l'intérieur des régions, des 8 régions que vous avez nommées tantôt? Oui, il y a toutes les régions administratives ont des points de contrôle, même s'il y a moins de restrictions pour les personnes, parce qu'on veut limiter la circulation. Donc, ici, pour la Gaspésie, on a un point de contrôle à Routierville et un point de contrôle à Les Méchins. C'est la SQ qui gère les points de contrôle. Qu'est-ce qu'il faut présenter au moment où l'usager de la route arrive au point de contrôle? Qu'est-ce qu'il faut avoir en sa possession? Il faut être en mesure de s'identifier. Les policiers vont vous poser des questions pour savoir pourquoi vous voulez passer d'une région à l'autre. Et là, vont discuter avec vous de la notion de service essentiel. Si vous êtes un camionneur qui arrive avec une livraison de marchandises pour un service d'alimentation, c'est certain qu'ils vont vous laisser passer. Si vous venez installer un cirque pour faire des spectacles, c'est certain qu'ils ne vous laisseront pas passer. Donc, entre les deux, là, vous comprenez, il y a un monde, là, mais c'est ça. Octave Thibault de CHLC. Octave Thibault de CHLC, comment se fait la surveillance, le point de contrôle du côté québécois aux frontières donc de Matapédia et de Pointe-à-la-Croix pour le lien interprovincial avec le Nouveau-Brunswick? Hier, les gens de la SQ m'ont dit qu'ils avaient les mêmes instructions pour ces gens-là, mais hier aussi, la vice-première ministre qui a répondu à une question semblable disait qu'il reste au Québec à s'attacher avec les autres provinces pour convenir des règles qui doivent être établies. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'ils font dans ces cas-là, mais l'esprit est le même. On veut prévenir la contagion, s'assurer qu'on limite la circulation. Il nous reste beaucoup de discussions pour tout raffiner, disons, ces histoires-là. C'est la première fois à ma connaissance, puis j'ai quand même quelques années en arrière de la cravate. C'est la première fois qu'on fait ça chez nous, donc on va apprendre tranquillement en le faisant. Comme quelqu'un disait, nous sommes tous en train de construire l'avion pendant qu'il vole. Gilles Philibert, Radio-Gaspésie. J'aimerais simplement bonifier peut-être un peu l'intervention que vous venez de faire. Là, on parle du Nouveau-Brunswick. La vice-première ministre, Mme Guilbeault, a dit hier que c'était sous contrôle du corps policier du Nouveau-Brunswick. Or, ce que je comprends, c'est qu'il y a encore des discussions qui doivent se poursuivre entre les deux corps policiers. C'est entre les deux gouvernements, ce que j'ai compris, moi, pour que les mesures qui s'appliquent entre les provinces soient plus harmonisées, parce que le Nouveau-Brunswick a pris ses décisions un peu unilatéralement, dans le fond. Et puis, il faut juste voir si tout ça est harmonieux. Alors, je pense que c'est au niveau des deux gouvernements qui se parlent actuellement.
Élie Drapeau, CSM. Est-ce que vous avez l'assurance de la Sûreté du Québec qu'il y a des effectifs 24 heures sur 24 pour se poster justement au point de contrôle? C'est ce qu'on m'a dit hier. Je ne suis pas allé voir, par exemple. Monsieur Bonnier-Vigé, Laurence Galland de Radio-Canada Est du Québec. Je voulais peut-être avoir quelques précisions concernant le point de contrôle entre Pointe-à-la-Croix et Campbellton. Vous n'êtes donc pas en mesure de dire si les gens, par exemple, de Pointe-à-la-Croix sont encore en mesure ou non d'aller à l'épicerie, par exemple, de l'autre côté de la frontière. Là. Même si c'est considéré comme un service essentiel, ils pourraient quand même le faire du côté québécois. Ouais, c'est ça, j'ai dit là, tout à l'heure. Je suis pas en mesure de vous donner des détails là-dessus parce que je pense que c'est pas tout à fait. Dominique Fortier, de l'Avantage gaspésien. Hier, on avait... Oui, M. Bonnier-Vigé, est-ce que vous avez à tenir compte du statut autochtone des membres de la communauté de l'Estigouche dans les points de contrôle? Définitivement, il faut tenir compte de ça aussi, puis on aura des discussions avec les autorités de ces nations-là aussi. Dr Bonnier et Dominique Fortier de l'Avantage gaspésien, hier, on avait plusieurs échos à l'effet que vous et Dr Leduc, vous seriez entendus sur pour pas qu'il y ait de point de contrôle entre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui? Essentiellement le décret. C'est-à-dire que les points de contrôle ont été décidés par le gouvernement pour toutes les régions. Mais c'est parce que nos deux régions ont la même épidémiologie, donc il n'y avait pas de... Disons que du point de vue sanitaire, il n'y avait pas de raison, mais d'un point de vue du message, c'est préférable que ça soit clair qu'il y a des points de contrôle pour toutes les régions. Finalement, en rediscutant ce matin, on se disait, dans le fond, c'est pas fou parce que l'épidémiologie d'aujourd'hui, elle peut changer demain. Donc, si on a l'habitude d'avoir nos points de contrôle, ça va nous permettre de réagir beaucoup plus rapidement s'il y avait un changement dans le portrait épidémiologique. Donc, on comprend que le point de contrôle, qui est par exemple au Méchin, serait aussi serré que si c'était Montréal qui est à côté de nous, là. Si c'était Montréal, il y aurait pas, ce serait deux régions qui ne seraient pas dans l'arrêté. Le Bas-Saint-Laurent, comme nous sommes une partie de l'arrêté, et puis on dit que la circulation entre les gens qui vivent dans ces régions-là a moins de restrictions que quelqu'un qui vient d'une autre région. Donc, Montréal, définitivement, n'importe qui vient de Montréal doit se mettre en isolement quand il arrive dans la région. OK, mais c'est ça. Mais on ne peut pas aller, par exemple, de Saint-Anne-des-Monts à Matane simplement pour aller faire l'épicerie, là. C'est clair que écoutez, une mesure comme ça, là, ça s'applique tranquillement. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Donc, dans un premier temps, les policiers vont avoir ce qu'ils appellent une approche communautaire. L'exemple qu'il me donnait, c'est que si quelqu'un a l'habitude de toujours aller à Matane faire son épicerie, peut-être qu'on va lui dire dans un premier temps, écoute, on va peut-être y aller juste une fois semaine. Puis peut-être aussi, on va lui suggérer de faire l'épicerie pour 2-3 familles. Bref, ils vont tranquillement amener la circulation à diminuer. Et comme je vous le dis encore, d'un point de vue sanitaire, c'est bien correct pour l'instant parce que la situation épidémiologique est la même. Alors, tranquillement, les gens vont s'habituer au point de contrôle, vont peut-être réfléchir que ce serait peut-être plus fun d'avoir toutes nos affaires sur notre territoire du côté de la Haute-Gaspésie. Alors, ça, c'est des discussions qui vont se faire, puis des attitudes qui risquent de changer au cours de la semaine. On verra bien. Merci. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y a des points de contrôle aux gares fluviales, c'est-à-dire notamment à Matane? Ça, c'est dans le Bas-Saint-Laurent, mais oui, il y en a un. Octave Thibault, CHNC, relativement au bilan du nombre de cas. Bon, il y a toujours le point de presse de début d'après-midi. Pouvez-vous nous faire état du nombre de cas, là, précisément? On était à 21h hier à 9 cas pour la Gaspésie et les îles de Madeleine. Est-ce que c'est possible d'avoir la différence entre les cas aux îles de la Madeleine versus la péninsule gaspésienne?
Voyez-vous, actuellement, je trouve que l'expérience que j'ai eue la dernière fois où on a fait la différence a été tellement délicate que je préférerais que maintenant, de toute façon, que l'on sait que le virus il est quand même chez nous dans la région, que l'on ne fasse pas de distinction dans l'ensemble de la région. C'est ce qui se passe dans toutes les autres régions. On parle des cas dans la région. Donc, je pense pas que ça soit d'aucune utilité. On sait qu'il y a des cas aux îles, on sait qu'il y a des cas sur la péninsule. Alors, la proportion est pas utile pour l'instant. C'est que je préférerais désormais, si ça ne vous dérange pas, parler des cas de la région. Gilles Philibert, Radio-Gaspésie, vous dites qu'il y a 9 cas actuellement. Est-ce qu'il y a un cas ou quelques cas qui sont de transmission communautaire ou il n'y en a pas eu? Non, il n'y a aucun cas de transmission communautaire à notre connaissance. Cependant, il y a des cas qui ont voyagé, mais qui n'ont pas voyagé à l'extérieur du Canada. Alors, donc, on a des cas qui ont voyagé à l'intérieur du Canada, puis d'autres cas, les autres cas venaient de l'étranger. Du côté des CHSLD, des résidences de personnes âgées, il n'y a toujours aucun cas confirmé. Est-ce qu'il y a des cas qui touchent des maisons pour personnes âgées? Bon, alors c'est la même région, la même question, ça donne bien. Je n'ai pas connaissance d'aucun cas que nous avons ici de confirmés qui viennent de résidences de personnes âgées. Est-ce que les cas de guérison, ultimement, sont soustraits des bilans régionaux? Non, ils ne sont pas soustraits. C'est des cas cumulatifs. Il y en a combien? On ne peut pas donner le nombre de guérisons. Le ministère se réserve ça à lui, au niveau national. Hospitalisation. Il n'y a pas de cas d'hospitalisation. À quel moment vous attendez à pouvoir de nouveau reprendre le bilan des tests qui sont effectués dans la région? Il semble y avoir un enjeu de système informatique. Oui, il y a un enjeu majeur à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourrait reprendre en fait, on reçoit régulièrement des résultats, mais on a l'impression effectivement là, qu'il y a des difficultés là pour pouvoir transmettre l'information. Docteur Bonny-Vigé, Gilles Gagné, est-ce que vous avez un autre bilan pour les analyses, puisqu'on en parle? Un autre bilan? Le nombre d'analyses qui ont été réalisées, le nombre de cas négatifs, le nombre de cas en attente. Plusieurs jours présentement. Ouais. Non, je ne l'ai pas en date d'aujourd'hui. Ou d'hier. C'est parce que ça fait 4 jours, je pense qu'on n'a eu aucune mise à jour là-dessus. Ça va dans le même sens, en fait, justement, par rapport au système informatique. Donc, toujours rien de neuf. Pas pour l'instant. On va prendre 2 dernières questions, puis en fait, Mme Duguay doit nous quitter. Alors, j'aimerais juste savoir si on a des questions par rapport justement à l'établissement en tant que tel. 2 questions, s'il vous plaît. Igor Mérisson, Télé-Gaspé. Oui, Igor. Oui, 2 questions, s'il vous plaît. Premièrement, au niveau des gens qui hésitent à se rendre à l'urgence, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y en est au niveau des cliniques sans rendez-vous, de façon à ce qu'on puisse rassurer un peu les gens, à savoir est-ce qu'il y a de la téléconsultation, est-ce que les cliniques sans rendez-vous, comment ça fonctionne un peu de ce côté-là? Les cliniques, je peux y aller, Dr. Vigé? Bien sûr. Allez-y, Madame. Au niveau des cliniques sans rendez-vous, comme on le sait à l'heure actuelle, il y a des centres de détection. On est en train également de mettre en place des évaluations plus élaborées, je devrais dire, et des centres d'évaluation pourraient être mis en place là, de façon plus importante dans les prochaines journées. Mais actuellement, au niveau des centres de détection, l'évaluation se fait également. D'accord, mais c'est juste pour savoir plus au niveau de la santé en général, de la téléconsultation, ce genre de choses, est-ce que c'est quelque chose que vous préconisez?
Absolument. On est actuellement, il y a beaucoup de téléconsultations qui se fait. Nos médecins font beaucoup de téléconsultations, par exemple par téléphone, par d'autres moyens. Et c'est préconisé par le ministère et le ministère nous demande d'aller plus loin encore à tous les CIS et les CIUS à cet égard-là. D'accord. Donc, on préconise cette approche-là. Tout à fait. Oui, à partir naturellement des outils que nous avons à l'heure actuelle. On est en train de regarder qu'est-ce qu'on pourrait développer de façon plus importante là, pour être encore plus en mesure de répondre en téléconsultation. D'accord. Autre question et qui a par rapport à celle-là. Au niveau des déplacements interrégionaux, c'est-à-dire à l'intérieur de la Gaspésie, on sait que la Gaspésie est fermée. Est-ce qu'il est encore possible pour les gens de se déplacer à l'intérieur, par exemple, qu'on pense à aller d'un village à un autre dans la région immédiate? Oui, bien sûr, mais ce serait bien de limiter nos déplacements à des raisons essentielles, tout simplement par prudence. En tout cas, jusqu'à temps qu'on ait une preuve que les mesures qu'on vient de mettre en place sont efficaces. Alors, si jamais notre situation épidémiologique reste à peu près stable, ben là, on pourra relâcher un petit peu nos consignes concernant les déplacements. Mais je pense que la consigne donnée par le premier ministre de rester à la maison et reste valable pour nous aussi, pour le moment en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Il y a Mme Drapeau. Un instant, Mme Drapeau va donner une question à Mme Duguay pour qu'elle puisse partir. Oui, j'essayais de faire la même chose. Donc, OK, c'est ça. Est-ce que, Mme Duguay, il y a diverses organisations de l'extérieur de la région, je pense peut-être à d'autres directions de santé publique ou la direction de la santé publique nationale ou bien d'autres établissements de santé qui seraient à l'extérieur de la Gaspésie des îles, qui formulent en ce moment des demandes sur les équipements de protection que nous avons en stock en Gaspésie? Si oui, quelle nature, combien, les établissements qui seraient touchés? Écoutez, je vais répondre par l'orientation du ministère. C'est sûr qu'au niveau que maintenant, le contrôle de toutes nos fournitures se fait par le ministère et le ministère fait des priorités. À l'heure actuelle, nous avons les fournitures requises pour répondre aux besoins. Et à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure d'aider malheureusement les autres CIS ou CIUS parce qu'on doit conserver nos fournitures pour répondre à nos besoins, mais le contrôle se fait de façon très centrale à Québec. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas été en possibilité de transférer des fournitures à d'autres CIS ou CIUS. Donc, il y a eu des demandes. Oui. Et puis, on disait au cours des 2 dernières journées, si je ne m'abuse, c'était hier, l'Association de la construction du Québec lançant un message à ses membres, donc les entreprises, les entrepreneurs en construction qui ont en leur possession des équipements de protection pour les envoyer. Donc, est-ce que les entrepreneurs de la région qui ont des équipements de protection en stock doivent les envoyer à l'extérieur de la région où il y a un système de gestion régional? Je vous dirais que le système de gestion, il est provincial. Nous, notre système de gestion régional est vraiment à l'interne du réseau de la santé. S'il y a eu un appel au niveau des gens de la construction, en ce moment-là, c'est national. Une dernière, Mme Duguay, avant que vous quittiez. Michel Morin, écoutez, je voulais juste savoir si, pour faire face à la crise actuelle, vous avez dû diminuer vos équipes dans certains services, par exemple en chirurgie. Écoutez, on est en train, ça s'appelle tout le programme de délestage qu'on a mis en place. Vous savez qu'on a des orientations ministérielles pour tout ce qui concerne les chirurgies électives. Donc, on doit reporter plusieurs chirurgies. Il reste que le personnel du bloc doit être en place pour répondre aux chirurgies urgences, naturellement. Par contre, il y a d'autres départements qu'on est capable de diminuer de personnel. On ne l'a pas fait encore parce qu'on a libéré des lits pour recevoir des cas de COVID-19. On sait aussi qu'en même temps qu'on a libéré des lits, on a augmenté
les services dans la communauté. Donc, oui, ça requiert une augmentation du personnel. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à nos retraités, à des étudiants, etc., pour répondre également aux services dans la communauté. Mais à l'heure actuelle, la majorité des gens sont à leur poste. Cependant, on sait que les écoles sont fermées. Donc, comme par exemple, nos infirmières scolaires, on leur a demandé de faire du travail beaucoup plus au niveau de certaines interventions de COVID-19, comme par exemple le dépistage. Je donne ça comme exemple. Mais on est à réorganiser l'ensemble de nos services. Madame Duguay, si vous me permettez, avant de partir, il y aurait Laurence de Radio-Canada qui aurait une dernière question. Oui, excusez-moi, Madame Duguay, ce sera bref. J'aimerais juste avoir quelques précisions concernant les centres d'évaluation dont vous parliez. Quelle est exactement la différence entre des centres de détection et d'évaluation? Actuellement, on est dimanche, on est en train de regarder justement les recommandations qu'on va faire au ministère. Nos centres de détection, ce sont vraiment des centres de dépistage. Donc, c'est des gens qui répondent aux critères pour avoir le test de dépistage, parce que le test de dépistage n'est pas donné à large. Et Dr Bonnier-Vigé pourrait me compléter. Les centres d'évaluation, en ce moment-là, l'évaluation va beaucoup plus loin. Ce sont des infirmières pour voir si même s'ils ne répondent pas aux critères nommés, à ce moment-là, qu'ils pourraient quand même avoir accès à un test de dépistage. Donc, l'évaluation est beaucoup plus élaborée à ce moment-là. Mais je demanderai au Dr Vigé de compléter s'il y a lieu. Oui, parfait. C'est bon? D'accord. Allez-y, Dr Bonnier, pardon. Non, c'est juste pour rappeler les indications actuelles pour passer le test, là. C'est toujours les personnes qui reviennent de voyage à l'étranger ou les personnes qui ont été en contact avec quelqu'un qui avait le COVID ou des gens qui sont aux soins intensifs et qui ont des symptômes qui ressemblent au COVID, ou encore des travailleurs de la santé qui ont des symptômes qui ressemblent à la COVID et qui sont en quelque sorte en première ligne auprès de patients qui pourraient leur avoir transmis la COVID. Et finalement, les résidentes et résidents des CHSLD qui ont des symptômes qui ressemblent à la COVID. Est-ce qu'il y a des cas de COVID chez le personnel de la santé? Pardon? Pardon. Est-ce qu'il y a des cas parmi les 9 cas de COVID, est-ce qu'il y en a qui ont touché le personnel de la santé chez nous? Il n'y en a pas, mais probablement que s'il y en avait, je vous le dirais probablement pas non plus. En tout cas, à moins de... Mais ça peut vous rassurer pour le moment, il n'y en a pas. Je vais juste passer la parole à Mme Duguay avant qu'elle parte. Mme Duguay. Oui, merci. Oui, je dois partir parce qu'on entre en conférence avec le ministère, mais je voudrais quand même souligner le travail qu'a fait le Dr Bonnier-Vigé avec ses collègues de travail, les DSPU au Québec, des 8 régions, pour pouvoir arriver à obtenir l'arrêté ministériel pour la fermeture de nos régions. Je pense que c'est une démonstration qu'il n'y a rien qui est négligé justement pour nous protéger du virus COVID-19. Donc, je voudrais saluer le travail du Dr Vigé et je voudrais aussi terminer en saluant l'excellent travail, l'excellente collaboration que nous avons, le CIS de la Gaspésie, avec les élus politiques qui nous supportent, qui travaillent à la protection des Gaspésiens et des Gaspésiennes et avec qui nous avons des rapports quotidiens pour s'ajuster puis aller plus loin dans nos interventions. Donc, je trouvais ça important de les remercier et de remercier les gens des médias qui sont du rendez-vous encore aujourd'hui, même si c'est un dimanche. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci, Chantal. Et on va prendre quelques dernières questions pour Dr Bonnier-Vigé. Laurence Galland de Radio-Canada, j'aimerais savoir, quand vous parlez de fin humanitaire pour les gens qui sont autorisés à circuler d'une région à l'autre, est-ce que ça peut comprendre, par exemple, des parents qui sont séparés et qui font la garde partagée, qui doivent donc transporter leurs enfants d'un endroit à un autre? Écoutez, dans notre région, ça se pose pas pour l'instant parce que la seule place où ça pourrait se produire, il y a encore le Nouveau-Brunswick, là, mais
mettons qu'en général, là où ça peut se produire, c'est entre le Bas-Saint-Laurent puis la Gaspésie. Puis là, actuellement, il n'y a aucun problème parce que on est dans une question de, comme je le disais, les deux régions font partie de l'arrêté ministériel. Si jamais la frontière devait se fermer réellement parce qu'il y avait une grosse flambée au Bas-Saint-Laurent, mettons, ben là, oui, ces questions-là, ça ferait partie des discussions, puis on faudrait avoir une solution qui serait appropriée pour chacune des personnes. On tomberait dans des cas particuliers qu'il faudrait regarder en parlant. Donc, si je comprends bien, quelqu'un qui part de la Gaspésie, qui va porter les enfants à sa mère à Québec, par exemple, dans le fond, c'est le problème du Bas-Saint-Laurent de contrôler ces gens-là à la frontière, si je peux dire, entre le Bas-Saint-Laurent et les Chaudière-Appalaches. Non, déjà à la frontière entre la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, on va lui demander pourquoi elle se déplace. Et si elle dit qu'elle s'en va à Québec avec son enfant, on va bien lui expliquer que c'est possible, mais à son retour, elle devra être mise en isolement 14 jours. Merci. Deux autres questions? Oui, une dernière, Gilles Gagné. Juste pour être certain, quand vous dites la même épidémiologie, c'est le même type. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de contamination communautaire. Exactement. Ce sont les mêmes services. C'est les mêmes paramètres de transmission du virus actuellement. C'est toujours des cas importés. Et on est capable de suivre à la trace le parcours du virus. Donc, on a ce qu'on appelle un cas index. On arrive à trouver où il a pu être infecté. Puis on est capable de bien identifier chacun des contacts. Chacun des contacts est mis en isolement, il est appelé régulièrement aussi, puis si jamais un des contacts devient un cas aussi, ben on reprend l'enquête. Donc, on est en contrôle du parcours du virus. C'est ce qu'on appelle la transmission importée. La transmission communautaire, c'est quand on se retrouve avec quelqu'un, mais c'est difficile de savoir où est-ce qu'il a été infecté. On n'arrive pas à retrouver ses contacts. Et puis là, on se perd en conjoncture en conjecture plutôt, parce qu'on n'arrive pas à trouver vraiment le parcours du virus. Là, ça commence à être compliqué. Puis quand on en a beaucoup de cas compliqués comme ça, là, dans une région, c'est là qu'on déclare qu'on est en transmission communautaire soutenue. Et c'est là que le statut épidémiologique change entre un statut de région qui est contaminée de l'extérieur versus une région qui a une contamination endogène. Très bien, merci. Il y avait une dernière question? Donc, merci tout le monde.